Du coup, aujourd'hui, on est réunis pour parler d'art et de militantisme dans l'espace public. D'abord, on a Jessica Assar, qui est doctorante en littérature brésilienne à l'université Sorbonne et professeure de langue et de littérature lusophone. Nous avons Assa Traoré, qui est militante contre les violences policières et fondatrice du comité Justice pour Adama. Et on a en visio Pedro Rajao, qui est chercheur et producteur pour le collectif Street Art Negro Muro. Les cousines en France et Negro Muro au Brésil s'inscrivent dans la même dynamique d'action artistique et militante dans l'espace public. C'est pour ça qu'on a jugé pertinent de mettre en miroir ces deux expériences d'expression artistique. Notre gros projet de l'année dernière a été une fresque. L'objet de ce projet, c'était de rendre hommage à des figures historiques invisibilisées et à des luttes émancipatrices. Et du coup, dans le cadre de ce projet, en collaboration avec de très très jeunes enfants, âgés de 6 à 10 ans et leurs mamans, nous avons rendu hommage aux femmes des chambres d'hôtel de l'Ibis qui ont remporté une bataille récemment. On a également rendu hommage aux tirailleurs sénégalais, au peuple palestinien, au comité Justice pour Adama ou encore à une astrophysicienne turque. Du coup, ma première question, elle s'adresse à Pedro. Pourquoi là, l'espace public est un espace idéal pour exprimer les revendications politiques de Negro Muro? O Brasil é o maior país negro Donc, il faut savoir que le Brésil, c'est le é pays où il y a maior une população grande preta fora do continente africano. communauté E ainda assim, africaine en dehors de o l'Afrique. próprio o acesso, Donc l'accès aux musées, aux tem bibliothèques, à une centros certaine culturais, éducation museus est encore e très até compliqué, educação surtout pour la formal population noire, é qui est muito généralement une pequeno ainda, population pauvre. principalmente para a Et população donc negra, que cela ainda é a mais pobre a do Brasil. une incidence sur l'accès à cette information et à cette culture. Le projet Negromour a dans son essence en fait centré sur la question de l'appropriation du territoire par ces populations. C'est un projet donc, qui constitue à faire une cartographie en fait des personnes qui ont été effacées. Ces figures constituent une importance dont on ne parle pas au quotidien en fait dans ces écoles, et c'est important que par cet art qui est beaucoup plus démocratique et beaucoup plus accessible, le rôle éducationnel que ça peut avoir auprès des jeunes, d'entendre parler de ces figures oubliées et gommées de l'histoire. Dans l'espace plus global des identités et de revendications des populations minoritaires, est-ce que tu trouves des points de parallèle avec la situation au Brésil, en France, ici? C'est très fort ce qu'il fait et très beau. Quand on fait des messages, quand on fait des fresques, quand on voit ce qu'on a vu à Montreuil avec votre projet, l'art est quelque chose qu'on a sorti un peu du monde de la bourgeoisie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose maintenant qu'on met devant la porte de tout le monde et qui est un art que tout le monde peut regarder, utiliser, toucher. Donc oui, l'art est très important. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est l'art qui parlera pour nous, c'est l'art qui sera représenté à travers les photos, à travers ses peintures, à travers un poème, à travers une chanson. L'art peut voyager entre plusieurs pays, entre plusieurs mondes, entre plusieurs endroits. Elle peut être ressortie dans 100 ans. Et du coup, pour toi, c'est important que d'autres formes d'art plus classiques, comme le théâtre ou la peinture, s'emparent de la question Adama aussi? Comme je dis dans le combat Adama, tous les soutiens sont importants, mais chacun à sa façon, et chacun avec ses compétences, et chacun avec sa force. Et on va avoir des personnes qui vont faire des portraits, qui vont faire de la peinture. On a déjà eu, de la même façon que vous avez apporté votre soutien à Montreuil, des fresques. On a eu des fresques dans des quartiers, on a eu des fresques sur des voiliers, sur des bateaux en Bretagne, où les gens ont utilisé l'art pour apporter leur soutien au combat. Et ça, c'est bien parce que des personnes vont se retrouver à travers
de la littérature, d'autres vont se retrouver à travers de la musique. Donc c'est ça la force du combat, et de dire que de toutes les forces sont importantes et que chacun peut se l'approprier à sa façon. Et une peinture peut parler à un tel, l'autre peinture peut parler à un tel, un tag peut parler à telle personne, un tag sauvage peut parler à telle personne. Et ça, c'est important. Et c'est de l'imposer dans nos quartiers. Et c'est de créer ces bouffées d'oxygène. Quand on les crée, c'est lutter pour le racisme, et la discrimination et les violences policières. Jessica, tu aimerais bien poursuivre ? Il y a aussi le fait de faire reconnaître aux institutions le fait que nos productions, alors j'utilise les mêmes guillemets qu'Assa, nos productions sont de l'art. Je suis venue vous apporter là une sérigraphie du 19e siècle. Donc ça représente un marché aux esclaves à Rio de Janeiro. Donc comme vous savez, les navires négriers arrivaient, ils déposaient leur cargaison d'êtres humains mis en esclavage. Et les maîtres, les futurs maîtres, les blancs, venaient chercher leurs futurs esclaves. Mais ce qui m'intéresse là, c'est ce que vous voyez juste à gauche de cette illustration, où vous voyez deux jeunes hommes, un qui paraît plus jeune que l'autre, en train de dessiner sur les murs de ce marché aux esclaves. Donc là, il représente un navire négrier. Et on peut se demander, et là c'est toute la beauté de l'art, on peut se demander ce qui se passait. Est-ce que c'était une représentation illustrative ? Est-ce qu'ils étaient en train d'étudier le plan du navire négrier pour se dire, ok, comment est-ce que c'est fait ? Est-ce qu'il y a des possibilités de fuite ? Est-ce qu'il était en train de lui raconter comment ça s'est passé ? Et cette question des graffitis urbains, cette question de l'art sauvage dont tu viens de nous parler, pour moi, une image comme ça qui représente... Alors, il faut savoir que Rugendas, Debré, etc., ils ont vécu au 19e au Brésil et ils représentaient ce qu'ils voyaient sur... C'était leur photographie de l'époque. Ce mur a très vraisemblablement disparu. On n'aura jamais trace de ce qui se passait là, mais s'il a choisi de le représenter, ça veut dire que c'était des choses qui arrivaient quand même avec une certaine récurrence. Et ce n'était pas compris comme de l'art. C'était pas compris comme une archive historique qui aurait pu se prêter à une interprétation, à une étude. Donc là, on voit, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans la deuxième partie, toute l'importance d'avoir non seulement des gens qui sont capables de produire cet art, mais dans les milieux institutionnels, d'avoir des gens qui sont capables de critiquer, d'interpréter et d'expliquer cet art. Au moment de la mort de George Floyd, on a des artistes dans un quartier à Stein qui vont faire une fresque, une belle fresque qui va représenter le portrait de Adama et le portrait de George Floyd. Et nous avons des syndicats de police qui vont faire un appel sur les réseaux sociaux en appelant d'autres policiers pour venir effacer cette fresque. Donc voilà l'état d'esprit et l'ambiance des syndicats de police en France qui est très nauséabonde et qui est extrêmement grave. Donc c'est aussi occuper l'espace public et s'imposer dans l'espace public sans demander. Et ça, c'est très important. Vince est une personne qui fait des représentations de lutte, de combat, de visages, de personnes mortes dans les quartiers populaires, fait des énormes fresques et raconte une histoire. Et Vince nous a suivis pendant plusieurs années dans le combat Adama. Et il a réalisé une immense fresque à Beaumont qui représente le visage d'Adama, le visage de Bagui, avec des messages. Et la maire de Beaumont s'est opposée, a fait convoquer Vince au commissariat dans le 91 pour qu'on retire. Il a eu une plainte. Voilà jusqu'où ça va, ou tellement on ne veut pas que nos visages soient représentés sur un mur. C'est-à-dire que même à travers une peinture, on n'a pas le droit d'exister. Le combat, il est là quand il impose dans la rue des visages. Le combat, il est aussi quand le comité Adama s'impose dans un théâtre et qu'il se bat parce que le théâtre ne veut pas de nous. Mais en fait, c'est là où on peut entrer dans toute la question, non seulement de l'effacement, que j'ai essayé de traiter un petit peu avec la question du graffiti du 19e siècle, mais aussi avec un phénomène très grave qui s'est passé au Brésil et qui continue un peu à plus courte échelle grâce au mouvement noir, grâce au mouvement militant, c'est le blanchiment, ou branqueamento pour Pedro. Premier effacement, on a brûlé toutes les archives de l'esclavage, on ne sait pas le nom des personnes qui sont arrivées, par quel bateau, à quelle époque, à quelle date, on n'a plus rien. On brûle, ça n'a jamais existé. Le Brésil est un pays d'hommes libres, entre guillemets. Elle était pauvre, Maria Firmina. Elle était très intelligente. C'était une femme autodidacte. Elle a publié énormément de choses, mais c'était la fille d'une esclave affranchie. On peut effectivement imaginer plein de choses, mais on n'imagine pas ça, d'accord ? Une femme blanche
avec le nez aquilin, les cheveux lisses. Et pourtant, ça, c'est la représentation de Maria Firmina dos Reis qu'on a depuis les années 70 sur la principale place de São Luís do Maranhão, donc la capitale de l'État où elle est née. Et c'est la place des illustres. Donc déjà, c'est la seule femme de la place des illustres, et en plus, une femme afrodescendante, fille d'une femme mise en esclavage et qui a écrit le premier roman abolitionniste du Brésil, est représentée comme une femme blanche. Donc ça, c'est le portrait qui a gagné ce concours, et il a été fait par un graffeur, artiste plasticien afro-brésilien. Donc là, on voit l'importance de boucler la boucle, en fait. L'importance de qui produit, d'où est-ce qu'on voit ces productions, et de qui se réapproprie ou s'approprie ces productions pour raconter une histoire qui ressemble un peu plus à ce qu'on est en tant que pays. Quand Pedro met en place un projet comme Negro Muro, il parle justement de donner de la visibilité, de revaloriser des héros. Et moi, dans mon travail de recherche, cette notion du héros, c'est quelque chose que je questionne énormément. Parce que quand on regarde les fresques, on voit que c'est une construction collective. On voit que ce sont des représentations collectives. Quand Assa parle de ses projets, de son positionnement, à chaque fois, elle utilise le « on », à chaque fois, elle utilise le « nous ». Et ça, c'est une force de notre art aussi, et des arts qu'on veut mettre en valeur. C'est-à-dire que c'est la force du collectif, c'est la force de l'action collective, de la réflexion, de la construction collective, en opposition à des héros individuels comme le buste de Maria Firmina dos Reis, qui est là toute seule sur son piédestal et qui n'est insérée dans aucun contexte, qui n'est insérée dans aucun réseau de groupes, voilà, alors que quand on étudie un peu son histoire, on sait qu'elle était très liée à toute cette société esclavagiste et qu'elle connaissait énormément. A memória negra. Donc on est encore aux prémices de cette conscientisation et de cette valorisation de la culture noire au Brésil. Et si l'art peut contribuer à la valorisation de cette et à cette conscientisation de la culture noire et de ses figures, c'est là ils auront réussi leur projet. Tant qu'on se posera la question, tant que le fait qu'on soit sur des représentations ne soit pas une évidence, c'est que le combat n'est pas encore fini. L'art et la représentation de populations, de communautés, elle doit continuer à s'imposer dans l'espace public, et surtout, il faut qu'on en fasse à ce qu'elle devienne une évidence. Donc le combat, il est là.